Haïti ne tombe pas, elle est étranglée. Mais qui ose enfin désigner les mains qui serrent sa gorge? Il aura fallu la voix d'un chef africain, Ibrahim Traoré, pour rompre un siècle de silence. Devant la planète entière, il a désigné sans détour ceux qui façonnent la souffrance haïtienne dans l'ombre. Il n'a pas dit qu'Haïti était maudite, mais qu'elle était empêchée de respirer, volontairement, méthodiquement. Ce n'est pas une simple opinion, c'est une accusation qui claque. Haïti n'est pas puni pour ses échecs, mais pour avoir osé la liberté noire. Première république noire, elle a prouvé que la liberté ne se quémande pas, elle s'arrache. Depuis, chaque affirmation d'indépendance se paie au prix fort, sous l'œil de puissances qui n'ont jamais pardonné ce crime d'exemple. Par son discours, une faille s'est ouverte. Ce fut un choc silencieux. Les grandes villes du monde n'avaient vraiment rien vu venir. Car Traoré n'a pas seulement parlé d'Haïti, il a exposé l'ossature cachée qui écrase sa souveraineté. Il a montré que le chaos n'est pas un accident, mais un projet entretenu parce que le plus grand danger pour l'ordre mondial serait qu'Haïti se relève, sans autorisation. Fermer les yeux sur cette réalité, accepter le mythe commode de l'échec haïtien, c'est devenir complice, volontairement ou non, de l'étouffement d'un peuple et du maintien de structures qui écrasent l'espoir. Mais pour saisir la secousse de ces mots, il faut revenir au commencement, là où la résistance haïtienne a pris feu, là où tout a changé. Tout commence dans la nuit de l'oppression, où un peuple décide de briser ses chaînes. Pour comprendre l'étau qui se resserre aujourd'hui, il faut retourner à la première étincelle de liberté. Haïti, phare brisé. Pourquoi l'indépendance noire a-t-elle été si cruellement sanctionnée? Cette question dérange car elle révèle un secret longtemps étouffé. La souffrance haïtienne n'est pas un accident, mais la rançon d'un affront insupportable pour les empires de l'Atlantique. En août 1791, dans l'obscurité caribéenne, des hommes et des femmes asservis se dressent. Leur insurrection n'est pas un simple cri de colère, elle embrase l'ordre esclavagiste, fendant la colonne vertébrale du commerce humain de tout un océan. Ce soulèvement n'a pas d'équivalent. Il prouve que l'espoir peut renverser l'implacable. Prenons un instant pour mesurer la portée de ce soulèvement. Jamais dans l'histoire, une population asservie n'avait arraché sa propre liberté par la force, ni à Rome, ni dans les colonies britanniques, ni dans les plantations du Brésil. Haïti s'est levé, a combattu et a vaincu les armées les plus puissantes de l'époque, celles de la France napoléonienne, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. 3 années plus tard, la France répond par la terreur, mais Haïti ne cède rien. Le 1er janvier 1804, la première république noire libre émerge du chaos et du sang. Un peuple hier esclave proclame au monde que la liberté ne se demande pas, elle se conquiert. Ce miracle, l'Atlantique ne le pardonne jamais. À peine 2 décennies passent, et en 1825, la France impose à Haïti une rançon inouïe. L'indépendance, arrachée de haute lutte, est transformée en dette écrasante. Cette somme monstrueuse, extorquée sous la menace des canons, saigne l'île génération après génération. Ce n'est pas une question d'économie, c'est une humiliation méthodique. La liberté est saisie, transformée en fardeau héréditaire. Pour bien comprendre, imaginez, la France réclame à Haïti 150 millions de francs or. À l'époque, cette somme dépasse le budget annuel de la France elle-même. Haïti, pour la payer, est contrainte d'emprunter à des banques françaises, à des conditions usuraires. Pendant plus d'un siècle, chaque récolte, chaque exportation de café, chaque goutte de sueur haïtienne sert à rembourser cette dette, privant le pays des moyens d'éduquer ses enfants ou de soigner ses malades. Le supplice ne s'arrête pas là. D'autres puissances prennent la relève. Les États-Unis débarquent en 1915, imposant leurs lois. Constitution réécrite, finances confisquées, souveraineté piétinée. L'occupation dure près de 2 décennies, jusqu'en 1934. Chaque élan d'autonomie est puni, chaque résistance surveillée. Prenons un exemple concret. Sous l'occupation américaine, les paysans haïtiens sont forcés de construire des routes pour l'armée d'occupation, parfois sous la menace des armes. Le système bancaire est transféré à New York. La Banque de la République d'Haïti devient une succursale de Wall Street. Toute tentative de révolte, comme celle de Charlemagne Péralte, est écrasée dans le sang. Les visages du contrôle changent, la mécanique d'étranglement demeure. Après les soldats viennent les missions internationales et les ONG. De l'ONU installée en 2004 aux réseaux humanitaires, chaque intervention prétend sauver mais tisse de nouveaux liens de dépendance. Sous le masque de la bienveillance, la domination se réinvente sans jamais disparaître. Illustrons cela par l'exemple de la MINUSTA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Présente de 2004 à 2017, elle promettait paix et sécurité.
Mais elle laisse derrière elle des scandales, des épidémies comme le choléra introduit par les troupes étrangères et une population encore plus méfiante face à l'international. Oublier cette architecture de domination, c'est accepter que la souffrance d'Haïti soit une fatalité, et non le fruit d'un système patiemment construit. Chaque étape de cette histoire, chaque main étrangère sur le destin haïtien, prolonge un châtiment infligé pour avoir osé réinventer la liberté. Mais si la douleur d'Haïti est programmée, quel est le mécanisme qui l'étouffe encore aujourd'hui? Pour comprendre cette machine d'asphyxie, il faut examiner son fonctionnement souterrain. Qui l'alimente, qui en profite, et comment perpétue-t-elle l'impuissance derrière la façade de l'aide? La crise haïtienne n'est pas un accident, ni une fatalité. C'est une mécanique patiemment construite. Mais qui la fait tourner? Derrière chaque promesse d'aide, chaque mission internationale, chaque prêt, il y a un engrenage qui transforme la main tendue en chaîne. Depuis plus de 2 siècles, Haïti est cerné par une architecture invisible, faite d'interventions, de dettes, de surveillance. À chaque fois, l'assistance promise amène une dépendance renforcée. La dette imposée par la France, payée en or pendant plus d'un siècle, n'a jamais été une simple exigence financière. C'était une punition, une vengeance pour avoir brisé le joug de l'esclavage. Dès le début, on a miné les fondations de l'État haïtien. Constitution réécrite sous occupation, finances confisquées, souveraineté toujours conditionnée à une tutelle étrangère. À chaque crise, le même refrain revient. On pointe du doigt l'instabilité, l'incapacité supposée des Haïtiens à se gouverner. Mais ce récit masque le rôle déterminant des puissances étrangères qui ont imposé leur ordre à chaque étape. Le chaos n'éclot jamais seul. Il est le fruit d'une succession de pressions, de sanctions, d'ingérences calculées. Dans les années 60 et 70, la dictature des Duvalier est maintenue sous perfusion d'aide internationale, alors même qu'elle écrase toute opposition. Les prêts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale affluent, mais servent à renforcer le régime, non à développer le pays. Quand le peuple se soulève, il est isolé, dépeint comme irrationnel ou ingouvernable. Le récit dominant peint Haïti en tragédie perpétuelle, trop instable pour être libre. Ce récit n'est pas anodin. Il justifie surveillance et intervention continue, tout en dissimulant la responsabilité des architectes extérieurs. Il forge l'image d'un peuple éternellement défaillant, rendant légitime toute domination venue d'ailleurs. Ce n'est pourtant pas la faiblesse d'Haïti qui inquiète l'ordre mondial. C'est sa force possible, sa capacité à redevenir maîtresse de son destin. La peur pour les puissances, c'est qu'un peuple noir, ancien esclave, puisse se relever sans permission et bousculer l'ordre établi. Le cœur du problème n'est pas haïtien, il est global. Le système tolère la survie, jamais l'indépendance réelle. Haïti n'est pas l'exception, c'est la règle appliquée à tous les peuples libérés trop tôt. Partout, la structure se répète, ceux qui se dressent paient, ceux qui veulent s'affranchir sont ramenés à l'impuissance. La dépendance, ici, n'est pas un échec, c'est une stratégie mûrement pensée. Prenons un autre exemple. Après la décolonisation en Afrique, de nombreux pays comme la Guinée de Sékou Touré ou le Congo de Patrice Lumumba ont payé le prix de leur insoumission. Coup d'État, assassinat, embargo, tout est mis en œuvre pour empêcher une véritable souveraineté. Haïti, dans ce schéma, est le laboratoire originel. Fermer les yeux sur cette architecture, c'est accepter un récit empoisonné. C'est croire qu'il n'y a pas d'issue, que la pitié est la seule réponse, et oublier que la solidarité authentique commence par la lucidité sur les causes du mal. C'est là que le discours d'Ibrahim Traoré renverse la table. Il ne se contente pas de déplorer, il accuse, il désigne les fauteurs. Traoré ne s'arrête pas à la dénonciation. Il appelle à l'alliance, transforme la compassion en exigence de justice et de vérité. Mais alors comment sortir de ce piège? Pour briser la structure, il faut d'abord la rendre visible. Quand la parole fissure l'ordre établi, pourquoi le monde redoute-t-il une Haïti debout? Le discours d'Ibrahim Traoré frappe comme un coup de tonnerre. Il ne parle pas d'un échec haïtien, mais d'une punition. Celle infligée à un peuple qui a eu l'audace, il y a plus de 2 siècles, de conquérir sa liberté face à la violence coloniale. Traoré accuse sans détour le système international. Selon lui, Haïti n'est pas sanctionné pour une prétendue faiblesse, mais pour avoir été la première nation noire affranchie, symbole d'insoumission intolérable. Ce qui sidère, ce n'est pas la réplique officielle des grandes puissances, mais leur silence pesant. Dans les couloirs feutrés de Paris, de Washington, de New York, la peur n'est pas celle du chaos haïtien, mais celle de voir s'effondrer un modèle de dépendance, méthodiquement entretenu depuis plus de 200 ans.
Ce silence en dit long sur la panique que suscite l'idée d'une Haïti redevenue souveraine. Aux Nations Unies, dans les ministères, l'inquiétude monte. Si Haïti reprend le contrôle de son destin, cela impose de revisiter toute l'histoire officielle. Il faudrait rouvrir la question des alliances, reconnaître des dettes morales et stratégiques que l'Occident a soigneusement recouvertes sous la poussière du temps. Mais le véritable choc, c'est la jeunesse haïtienne qui l'incarne. Longtemps réduite au silence ou considérée comme une menace, elle surgit aujourd'hui comme force motrice. Les jeunes n'attendent plus l'aide extérieure. Ils réclament la vérité, contestent les récits imposés et exigent d'être enfin acteurs de leur avenir. Pour illustrer, prenons l'exemple de collectifs étudiants haïtiens qui, dès 2018, se mobilisent pour dénoncer la corruption et l'ingérence. À Port-au-Prince, des ateliers de formation citoyenne émergent, où l'on apprend l'histoire, le droit, la prise de parole en public. Des associations comme Nupap Domi, issues de la jeunesse urbaine, organisent des manifestations massives sans attendre le soutien d'ONG étrangères. Le discours de Traoré a brisé un interdit. Relayé, discuté, il ranime chez toute une génération la conviction que la souveraineté n'est pas un mythe, mais un droit confisqué à reconquérir. Si cet élan s'étend, il pourrait enflammer d'autres peuples, révélant au grand jour les fissures d'un ordre mondial bâti sur la peur de voir les dominés se relever. Réfléchissons à l'effet domino. En Afrique de l'Ouest, le Mali ou le Burkina Faso s'inspirent des résistances haïtiennes pour réclamer la fin des bases militaires étrangères. Au Chili, lors des mouvements étudiants, certains brandissent le drapeau haïtien en signe de fraternité anticoloniale. Voilà comment une parole partie d'une île devient braise universelle. Dès lors, le risque n'est plus abstrait. Si Haïti, même faiblement, inspire un mouvement d'émancipation ailleurs, l'architecture globale de la domination devra regarder ses propres failles en face. L'équilibre géopolitique entier pourrait vaciller, forcé de reconnaître ce que, depuis tant d'années, l'on préfère nier. Mais l'enjeu dépasse Haïti. Ce qui se joue ici, c'est la possibilité pour tous les peuples de se réapproprier leur histoire et leur avenir. La renaissance d'Haïti portera-t-elle la marque de celles et ceux qui refusent donc d'hériter la défaite ? La question brûle, car la jeunesse haïtienne n'a rien du cliché figé dans les rapports du Nord. Elle n'est ni inerte ni résignée. Longtemps écartée, elle devient aujourd'hui le cœur battant de la légitimité et de l'action collective. Face à une histoire qui voudrait l'enfermer dans la fragilité, cette jeunesse refuse la fatalité. Elle démonte, pièce par pièce, les illusions plantées par des décennies de dépendance. Elle ne croit plus aux promesses creuses ni aux mirages de l'aide conditionnée, car elle sait désormais reconnaître les pièges derrière chaque main tendue. Sa lucidité est une arme politique. Bâtir sans attendre de feu vert étranger, c'est affirmer sa souveraineté là où on ne lui accorde que la permission de survivre. Ce refus de demander bénédiction ou autorisation effraie plus que toutes les émeutes, car une reconstruction intérieure échappe à tout contrôle, à toute surveillance. Imaginez une jeunesse qui ne demande plus rien, qui ne troque plus son courage contre des miettes, et qui se relève non pour mendier, mais pour bâtir. Une jeunesse lucide, qui comprend que l'aide n'est souvent qu'un autre mot pour l'endettement ou la dépossession. Cette intelligence collective, patiemment forgée dans la douleur, devient force de rupture. Elle invente de nouveaux espaces, fait circuler la parole, organise la solidarité là où l'État chancelle et où l'international s'absente aussitôt que la lumière des caméras s'éteint. Si ce mouvement prend racine, il ne bouleverse pas seulement Haïti, il menace tous ceux qui vivent de la gestion de ces crises. Prenons par exemple les LACOU, ces espaces communautaires traditionnels, remis au goût du jour par des jeunes qui réinventent la solidarité locale. Dans les quartiers défavorisés, des groupes créent des coopératives agricoles, des ateliers de formation, des radios communautaires pour informer et organiser la résistance. C'est une révolution silencieuse mais tenace. Le potentiel d'une Haïti reconstruite par sa jeunesse, souveraine sans aval, devient un modèle contagieux. Un modèle qui pourrait inspirer d'autres peuples à sortir du piège de la dépendance, ébranlant ainsi l'ordre mondial établi. Si cette jeunesse agit, le récit de la fragilité s'effondre. La souveraineté n'est plus un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Et ce souffle nouveau, capable de franchir toutes les frontières, pourrait bien inverser le sens de l'histoire imposée depuis des siècles. Mais alors, si une nation renaît de ses cendres sans permission, que réclamera-t-elle à l'histoire et à chacun de nous ? Mais pour comprendre ce qui rend possible cette rupture, il faut nommer ce qui a étouffé Haïti jusqu'ici. Qui a intérêt à maintenir l'illusion de la fragilité et au profit de quel ordre ? Haïti n'est pas un vestige du passé, mais un signal d'alarme tourné vers l'avenir.
Ne laissons pas ce récit s'enliser dans le silence une fois de plus. Si nous faisons mine d'ignorer l'avertissement porté par la voix d'Ibrahim Traoré, nous ouvrons la porte à ceux qui réécrivent en l'histoire pour masquer leur peur de la liberté véritable. Car Haïti n'a jamais été brisé par accident. Sa souveraineté a été systématiquement combattue, punie précisément parce qu'elle menaçait l'ordre établi. Refuser de voir ce mécanisme de domination revient à accepter d'être complice d'un système qui dépouille, écrase, détruit les peuples et étouffe leurs espérances. Traoré n'a pas seulement dénoncé des décennies d'asphyxie, il a percé une brèche, offert un espace où la vérité circule, où chacun peut refuser d'enterrer l'histoire dans le silence. L'indignation ne suffit plus. Il nous faut transmettre ce que révèle Haïti, porter la mémoire de ses luttes, non comme une tragédie lointaine, mais comme un avertissement incandescent pour quiconque rêve de liberté. À chacun d'entre nous d'embrasser ce devoir de vérité, de résister à la tentation de l'oubli et d'affirmer haut et fort « La souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert ». Laisser cette histoire s'effacer, c'est donner raison à ceux qui croient la domination éternelle. Pourtant, la force d'un peuple se mesure à sa capacité à faire vivre ses récits, à transmettre ses défaites aussi bien que ses victoires, à refuser que d'autres parlent en son nom. Haïti n'est pas seulement un avertissement pour les nations, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Sommes-nous prêts à reconnaître notre part, à questionner ce que nous acceptons comme normal, à rejeter l'ordre imposé sous couvert d'aide ou de stabilité ? L'histoire ne se termine pas ici. Le récit continue tant que nous portons la flamme et que nous refusons de détourner les yeux devant les mains qui resserrent les chaînes. Pour aller plus loin, il nous faut examiner ce que signifie réellement aider Haïti. Que font les ONG, les agences internationales, une fois les caméras éteintes ? Souvent, les programmes sont conçus sans consultation locale, imposent des priorités étrangères et renforcent la dépendance. Par exemple, l'aide alimentaire massive a parfois déstructuré l'agriculture locale, ruinant des milliers de petits producteurs de riz, d'igname ou de haricots. Dans les années 2010, après le tremblement de terre dévastateur, des milliards de dollars ont afflué. Mais combien sont réellement arrivés dans les mains des Haïtiens ? Une étude du Center for Economic and Policy Research a montré que moins de 2% de l'aide promise a été véritablement gérée par des institutions haïtiennes. La majorité a été captée par des consultants étrangers, des frais logistiques ou des projets sans ancrage local. Ce schéma n'est pas propre à Haïti. On le retrouve au Timor oriental, au Kosovo, en Afghanistan. Partout où l'aide se substitue à la souveraineté, la reconstruction est illusoire et la dépendance s'enracine. C'est la répétition d'un même scénario, où la pitié sert de prétexte à la dépossession. Alors quelles alternatives ? D'abord, reconnaître la dette historique. La France et les États-Unis, mais aussi l'ONU, doivent assumer leurs responsabilités dans l'étouffement systémique d'Haïti. Cela passe par l'annulation des dettes odieuses, la restitution des fonds extorqués et la reconnaissance formelle des torts causés. Ce geste symbolique serait un début, pas une fin. Ensuite, investir dans la capacité haïtienne, non la remplacer. Soutenir les universités, les écoles de formation, les initiatives agricoles portées par les communautés elles-mêmes. Permettre aux Haïtiens de choisir leurs priorités, de négocier les partenariats sur un pied d'égalité, de refuser ce qui ne sert pas leur intérêt collectif. Enfin, soutenir la mémoire. Les musées, les archives, les œuvres littéraires doivent en raconter une histoire fidèle, qui ne commence pas avec la misère mais avec la résistance. Enseigner dans les écoles du monde entier que la révolution haïtienne a ouvert la voie, a inspiré l'abolitionnisme, a fait vaciller les empires. Rendre hommage aux héros oubliés, de Toussaint Louverture à Cécile Fatiman, de Jean-Jacques Dessalines à Charlemagne Péralte. La souveraineté n'est pas un slogan, mais un processus. Chacun peut y contribuer, en refusant de propager le récit de l'échec, en soutenant les médias indépendants haïtiens, en tissant des liens directs avec la société civile, en dénonçant les ingérences, en exigeant des comptes à nos propres gouvernements. Dans les quartiers de Port-au-Prince, des artistes muraux peignent chaque jour des fresques qui racontent la lutte, la dignité, la beauté du peuple haïtien. Ces images circulent sur les réseaux sociaux, inspirent la diaspora à Montréal, à Paris, à New York. Car l'espoir ne meurt pas. Il se transmet de bouche à oreille, de génération en génération. Pour clore, souvenons-nous, chaque fois qu'une voix s'élève pour dire la vérité sur Haïti, elle affaiblit le mensonge du fatalisme. Chaque action, aussi modeste soit-elle, fissure la carapace du silence. Et si demain, nous sommes des millions à refuser la résignation, alors peut-être Haïti respirera à nouveau pleinement, fièrement, sans chaîne.
car il ne suffit pas d'admirer les héros du passé. Il faut devenir, chacun à notre mesure, les alliés de ceux qui aujourd'hui, en Haïti et ailleurs, refusent que la liberté soit confisquée. Voilà le vrai défi lancé par l'histoire d'Haïti. Non pas survivre, mais vivre debout, sans permission, et transmettre ce souffle à ceux qui viendront après nous. C'est là, dans la lucidité, la mémoire, l'action, que se joue l'avenir. Haïti n'est pas morte. Elle attend qu'on entende, enfin, sans détour, le cri de sa souveraineté.